Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RRStudio. Et aujourd'hui, on va continuer de voir ensemble des fonctions qui sont utiles quand on débute, et même après d'ailleurs. Et donc j'ai fait un petit melting pot de fonctions que j'utilise souvent, tout simplement. Donc c'est parti. Alors, on y va. On va commencer déjà par... je suis dans le bon répertoire, donc je vais le définir comme répertoire de travail, set as working directory, comme d'habitude, première chose à faire. Ensuite, on va charger donc les packages nécessaires. Donc là, j'aurai besoin que de Tibble, donc library Tibble. Ensuite, c'est parti pour les fonctions. Donc une fonction que je ne vous avais pas présentée auparavant, c'est la fonction choose. Alors choose, elle permet de calculer le nombre de combinaisons. Donc c'est les, vous savez, anciennement les CNP là, ou CNK, suivant les notations. Donc là par exemple, j'ai mis un exemple, choose 8,4, donc c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 8. Donc si on exécute ceci, il nous dit 70. Voilà, donc ça c'est les coefficients binomiaux, tout simplement. Passons ensuite dans le même style, toujours pour les calculs de proba et compagnie, donc il y a la fonction factorielle, donc elle dit ce qu'elle veut dire, hein, cette fonction, c'est la factorielle évidemment. Donc par exemple factoriel 5, donc factoriel de 5, on trouve 120. Ensuite, la fonction sum. Alors la fonction sum, elle est super méga pratique, puisqu'elle va nous calculer la somme des éléments d'un vecteur. Donc par exemple, là j'ai créé un vecteur vec1 où j'ai mis dedans tous les nombres de 1 à 10. Donc si je veux la somme de mes nombres de 1 à 10, je fais somme de vec1. Alors j'ai déjà rentré mon vecteur vec1. Voilà, il apparaît bien en haut à droite, donc il a bien été pris en compte. Donc si je fais la somme, donc il me dit ça fait 55. Donc ça, si vous avez des calculs avec des sommes à faire sur les colonnes d'un tableau de données, hein, sur vos variables, fonction super pratique. Quelque chose que j'ai pas montré aussi sur les vecteurs la dernière fois, mais bon, ça semble assez évident. Si je tape, mettons vec1 chapeau 2, donc vec1 au carré, il va pas me faire le produit vectoriel de vec1 par sa transposée. Attention, hein. Il va bien me calculer les éléments au carré du vecteur. Donc démonstration, là donc j'ai mis vec1 au carré, vous allez voir qu'il va prendre le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3, le carré de 4, etc. Donc il va nous retourner un vecteur. Donc 1, 4, 9, 16, etc. jusqu'à 100. Ça c'est super utile, pareil à connaître, donc quand on veut faire des opérations sur les vecteurs. Hein. Donc je vous avais montré dans une vidéo précédente comment on faisait le double du vecteur, ou je ne sais plus ce que j'avais pris comme exemple, comment on additionnait un nombre aux éléments d'un vecteur. Là voilà, donc si vous voulez le carré des éléments d'un vecteur, vous prenez le vecteur, vous mettez chapeau 2, donc au carré, et ça vous calcule le carré des éléments. Donc petite chose à savoir. De la même façon, si vous voulez le log des éléments d'un vecteur, vous faites log sur le vecteur, etc., etc. Si vous voulez puissance 10, vous mettez puissance 10, chapeau 10. Si vous voulez l'exponentielle, vous faites exponentielle du vecteur, etc. etc. Je ne vais pas vous faire plus d'exemples que ça. Donc si vous voulez la somme des carrés des éléments d'un vecteur, vous faites somme ici de vec1 au carré. Et puis donc là, on voit que la somme des carrés, ça fait 385. Une autre fonction qui est super utile en stat, c'est la fonction cumsum. Alors cumsum, elle va calculer les sommes cumulées. Et elle ne va pas vous retourner le résultat final, sinon ce serait juste la somme. Elle va vous mettre à chaque étape quelle est la somme cumulée des éléments précédents. Donc par exemple ici, si je fais la somme cumulée des éléments de vec1, donc le premier élément c'est 1, puisqu'il n'y a pas d'élément avant, donc c'est 1 tout seul. Après, donc l'élément suivant, dans vec1 c'était 2, donc il fait 2 plus 1, 3. Après l'élément suivant, là ça va être 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6. Puis l'élément suivant, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 6 plus 4, 10, etc. etc. jusqu'à arriver à 55. Donc ça, fonction très utile et bonne à connaître. Ensuite, je vous avais promis que je vous montrerai comment créer directement un data frame dans R ou RStudio.
et sans, quand mettons vous importez pas un jeu de données, vous travaillez sur des données directement, vous les créez vous-même sur un petit jeu. Donc comment on crée un data frame dans R, c'est tout simplement avec la fonction data frame. Donc il vous faut déjà tous les vecteurs de toutes vos variables. Donc par exemple ici j'ai fait un tableau à 2 colonnes. Une colonne, une variable mois pour les mois de l'année et une variable recette. Donc je rentre mon vecteur mois, c'est bon, il a bien été pris en compte, je le vois en haut à droite. Recette de la même façon, c'est bon. Et puis si je veux créer un data frame avec ça, donc data frame que j'ai appelé tableau DF, DF pour data frame, je fais data.frame, je dis le nom de ma variable. Alors moi j'ai choisi de l'appeler mois avec une majuscule, et puis je dis que c'est égal au vecteur mois. Et puis recette avec majuscule égale recette en minuscule. Mon vecteur en fait. C'est quelque chose que je fais souvent ça. Après bon, on peut critiquer ou pas, mais moi ce que je fais quand je crée des data frames comme ça, c'est que les noms de mes variables, je mets tout en minuscule. Et puis les noms de mes variables dans le data frame, je prends les mêmes noms mais avec une majuscule. Puis je fais égal au vecteur en minuscule. Ce qui fait que, donc je joue sur le fait, en fait, c'est le cas de le dire, que R tient compte de la casse. Donc c'est-à-dire que recette avec un R majuscule, c'est pas la même chose que recette avec un R minuscule. Ce qui permet quand on a beaucoup de variables, qu'on crée un tableau avec beaucoup de variables comme ça, qu'on navigue un peu entre, d'éviter de se tromper de nom, ou on ne se souvient plus de quel nom on avait utilisé, etc. etc. Donc moi j'utilise cette petite astuce là, bon après c'est critiquable ou pas, il y en a qui n'aiment pas mettre dans un tableau de données, qui n'aiment pas mettre des majuscules au nom de variables. Voilà, donc c'est à vous de voir. Après ce que vous pouvez faire, si vous voulez mettre tout en minuscule comme nom de variable, dans votre tableau de données, au lieu de mettre moi, vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous mettez un raccourci du mot, quoi. Au lieu d'écrire moi MOIS, vous pouvez mettre moi MOI ou MO, par exemple. Je sais pas, moi, je dis ce qui me passe par la tête. Puis recette, au lieu de mettre recette, écrire en entier, vous mettez recette RECET, par exemple. Puis dans votre tableau, du coup, à la place de mettre moi en majuscule, avec une majuscule comme j'ai mis là, vous mettez moi égale, je sais pas, MO. Et puis là, recette, vous mettez en minuscule, recette, égale, et puis RECET, quoi. Comment vous appelez votre vecteur. Enfin voilà, c'est à vous de gérer comme vous avez l'habitude de faire. Donc, si on fait ça, et qu'on visualise notre tableau de données, notre data frame, qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien notre tableau qui apparaît très bien. Vous voyez qu'en plus, il numérote les lignes, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai bien mon nom de variable mois avec une majuscule et recette avec un R majuscule aussi. Voilà, donc c'est tout l'intérêt en fait d'utiliser, de jouer sur la casse en fait. C'est pour les noms de variables. La fonction table, donc je vous rappelle, table c'est comme un data frame avec des petits avantages, des petits inconvénients. Donc la fonction table fonctionne exactement de la même façon quand vous voulez créer un table dans R. Donc là, j'ai repris exactement les mêmes vecteurs et les mêmes noms de variables. Donc puis j'ai décidé de créer un table que j'appelle tableau tib. Voilà, et puis on regarde ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a à peu près la même chose. Comme je vous avais expliqué, donc il met ici le type de chaque variable, donc la chaîne de caractères, la double. Vous voyez que pour certains nombres, en fait, il affiche pas les les décimales. Donc je sais pas si c'est un bug ou quoi. En tout cas, c'est un peu bizarroïde, puisque vous voyez ici le deuxième nombre, je devrais avoir 121,20. Et là, j'ai 121 tout court. Donc je ne sais pas de quoi ça vient. En tout cas, si on fait des calculs dessus, il va en tenir compte. On pourra d'ailleurs s'amuser à regarder ça tout à l'heure. Il va en tenir compte au sens il va prendre des bons nombres. Donc je ne sais pas pourquoi à l'affichage ici on a certaines choses un peu bizarres comme ça. Bon.
Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il prend bien compte des vrais nombres. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Si je fais un view sur tableau DF, là, il va générer un pseudo-tableur, donc qui va s'ouvrir, et dans lequel on peut naviguer si on a plus de colonnes, plus de lignes, et il nous affiche tout correctement. C'est la même chose que de double-cliquer ici en haut à droite sur tableau DF. Vous voyez ici, donc j'ai exactement la même chose. Alors, ensuite, si je fais pareil avec tableau type, donc on va regarder tout de suite si notre 121,20 il apparaît bien. Là. Vous voyez, donc il apparaît bien, donc c'est juste un bug à l'affichage là dans la console. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Il faudrait que je creuse. Donc, on a bien notre tableau et tout avec les bons nombres, il n'y a pas de souci. Ok. Donc fonction view, c'est la même chose que double-cliquer en haut à droite. Donc voilà, ça peut être plus rapide de taper view pivot de tableau de données si en haut à droite vous avez des tonnes et des tonnes de variables et de tableaux. Ça peut être un peu plus rapide. Voilà. Sachant que de toute façon, quand on double-clique, vous voyez, il va générer, si je double-clique par exemple sur tableau type, vous voyez que ici, il me met automatiquement le code. Donc voilà. Autre façon de faire. Alors, ensuite, je voudrais vous parler un petit peu de l'indissage de base, ce qui est vraiment pas super pratique dans R. C'est pour ça qu'il y a des packages qui existent, notamment le package Deplir, donc sur lequel j'ai fait une formation. Alors l'indissage, par exemple, si je veux la ligne 5 de tableau DF, je vais taper tableau DF de entre crochets. Et puis après, donc le premier nombre, c'est le numéro de ligne. Le deuxième nombre, c'est le numéro de colonne. Donc si je mets rien, ça veut dire qu'il va garder toutes les colonnes. Donc là, typiquement, il va me prendre la ligne 5. Donc vous voyez qu'il me dit que c'est le mois de mai, recette 37,12. Ok, maintenant si je veux sélectionner une colonne, donc la colonne numéro 1, donc je vais faire tableau DF, virgule 1. Donc pourquoi je mets rien devant la virgule, c'est parce que je veux toutes les lignes. Donc du coup là il me retourne tous les mois de l'année. Ok. Ensuite, si je veux une cellule en particulier de mon tableau, donc par exemple la 6e ligne et puis colonne 2, ce qui se trouve en 6e ligne, colonne 2, donc je vais faire tableau DF de 6,2. Toujours les lignes en premier. Et donc là j'ai 99,99. Et ça marche l'indissage aussi sur les listes, sur les vecteurs. Donc par exemple, mon vecteur recette avec un R minuscule, si je veux le 4e élément, je vais faire recette de crochet 4. Et là je ne mets pas de virgule, puisque un vecteur c'est sur une dimension, quoi. Donc là j'ai 18,52. Ok. Une autre fonction utile, puisque je suis dans les vecteurs, là, par exemple, c'est la fonction sort. Donc sort, ça va permettre de trier les éléments d'un vecteur par ordre croissant ou décroissant. Donc par ordre croissant, c'est l'ordre par défaut. Donc si vous faites sort de recette, il va vous trier les éléments par ordre croissant. Donc vous voyez que j'ai 478, 502, 1080, etc., etc. Puis ça va crescendo jusqu'à 121,20. Donc ordre croissant bien respecté. Maintenant, si je veux l'ordre décroissant, c'est la même fonction. Je fais sort de recette, virgule, et puis après je vais mettre decreasing égale true. Et là, vous voyez que j'ai mon vecteur renversé. Ensuite, c'est tout. Ce qui me fait penser que j'ai oublié la fonction reverse. Donc la fonction rev. Donc la fonction rev, en fait, elle va servir à renverser retourner un vecteur, en fait. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si on prend notre vecteur mois, donc c'est les mois dans l'ordre chronologique, janvier, février, etc. jusqu'à décembre, si j'applique la fonction rev dessus, donc il va me donner décembre en premier, puis il va aller décrescendo comme ça jusqu'à janvier. Donc rev de mois, donc sans majuscule. Et vous voyez que j'ai décembre, novembre, octobre, etc. etc., etc. Donc voilà, à noter que la fonction sort,
elle peut s'appliquer aussi sur un vecteur de chaîne de caractères. Par exemple, je vais le faire ici. Si je l'applique sur le vecteur moi, il va trier par ordre alphanumérique. Donc par ordre alphabétique, puisque là, il n'y a que des chaînes de caractères, que des caractères tout court. Donc allons-y, et donc, que des lettres plutôt. Si je fais sort de moi, vous voyez qu'il a mis déjà les A en premier, après D, F, etc. Donc c'est l'ordre alphabétique. Donc cette fonction sort permet aussi de trier suivant l'ordre alphabétique, tout simplement. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour des fonctions que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc à nouveau, il y en a certainement d'autres. Si elles me reviennent en mémoire, comme ça au fur et à mesure du temps, je ferai une nouvelle petite compilation et puis je vous remettrai ça dans une autre vidéo. Et puis dans les vidéos à venir, là je compte vous montrer comment on utilise les fonctions pour faire des probas dessus. Des probabilités, donc les fonctions pour calculer des probas, les fonctions pour calculer les fonctions de répartition, pour générer des échantillons aléatoires et compagnie. Donc je vais vous montrer tout ça sur différentes lois, les lois les plus usuelles. Voilà, ça me fera 3 ou 4 vidéos, je pense. Je pense aussi à vous montrer comment faire donc le calcul matriciel, produit de vecteurs, produit de vecteurs matrices, etc., etc. Comment créer des matrices aussi. J'avais dit que je le ferais, donc ça c'est au programme aussi. Et puis, dans un futur proche, c'est déjà pas mal. Donc ça devrait générer quand même 7 ou 8 vidéos, tout ça. Voilà. Si vous avez d'autres idées, donc n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires, de choses que vous aimeriez voir, parce que moi, des idées, j'en ai des tonnes. Mais ça colle pas forcément avec ce que vous attendez, donc le mieux c'est encore de demander. Donc voilà. Et puis quoi d'autre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la mailing list pour avoir plus d'infos, des petits trucs et astuces en plus. Et puis donc pour les débutants, j'ai sorti un livre sur R destiné à regrouper donc des petits trucs et astuces qui permettent de gagner du temps. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un œil gratuitement, le feuilleter gratuitement en ligne sur le site Amazon. Il est disponible au format Kindle et au format papier en format A4 volontairement, pour que ce soit bien lisible. Et puis voilà, donc le mieux c'est de se faire un avis en allant le feuilleter en ligne. Et puis cette fois c'est tout, donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis bon air, voilà, à bientôt.